Est-ce que vous pensez que l'homosexualité, ça existe chez les animaux? L'homosexualité chez les animaux, peut-être, Non, je suis pas renseigné là-dessus. moi, je sais pas. Non, C'est non. une question, je me suis jamais Sans posée. réponse, non. Ça existe partout, non? Ça doit exister chez les animaux, chez les insectes aussi. C'est les animaux, les insectes. Donc je pense que ça existe, oui. Après, je ne suis pas un spécialiste, hein. Ouais, je pense. C'est comme les êtres humains. Je pense qu'ils savent même pas la différence entre un homme et une femme animale. Je pense qu'ils prennent ce qui bouge, enfin ce qui passe. Ouais, c'est vraiment cette question. Je pense, je sais pas, mais je crois que j'ai vu des fois, entendu des reportages qui disent que oui, qu'il y a des comportements homosexuels chez certains animaux. Aucune idée. J'imagine que oui. Je sais pas. Bah ouais, je pense que oui aussi. Et puis je me demande si j'ai pas déjà entendu des animaux où oui, c'était de base ils étaient homosexuels et du coup, moi je dirais oui. Ça m'est arrivé plusieurs fois. On voit par exemple des jeunes, par exemple des jeunes broutards des fois essayer de monter d'autres veaux qui sont pas forcément des espèces féminines quoi. Donc je dirais que sur le plan naturel non, mais je pense que oui, il peut y avoir certains comportements qui font que Quand il y a deux mâles qui vont se sentir, l'un qui va monter sur l'autre, je pense que c'est. Enfin, c'est pas de l'homosexualité, c'est un rapport. Comment dirais-je, un rapport. Je vais pas dire humain, parce que c'est pas le même entre individus, quoi. Normal. Il y a à peine quelques jours, cette femelle s'est accouplée. Elle porte désormais en elle l'avenir de son espèce. Elle donnera naissance à un ou plusieurs petits et les élèvera jusqu'à l'âge adulte. Mais pour y parvenir, elle devra faire face aux nombreux défis du monde sauvage. Voilà un scénario assez classique. C'est d'ailleurs bien souvent la seule vision de la sexualité animale qu'on nous propose. Une hétérosexualité stricte, avec pour unique objectif se reproduire. La sexualité humaine, érotique, plurielle et détachée de la procréation semble être une exception dans le règne animal. Les humains peuvent être hétérosexuels, bisexuels, etc. D'ailleurs, tout le monde n'est déjà pas d'accord avec ça. Par exemple, on a tous déjà entendu de l'homosexualité, Et c'est contre nature, hein. à savoir contraire aux règles de la nature, inexistante dans la nature. Mais la réalité est-elle si simple ? J'ai eu envie de partir à la rencontre de la sexualité animale, celle qu'on ne voit pas dans les documentaires, pour répondre à une question. L'homosexualité existe-t-elle dans le monde animal ? Cette question inhabituelle, il me fallait la traiter avec le plus grand sérieux. Faire appel à l'éthologie, la science du comportement animal, avec une problématique rigoureusement définie et un protocole de recherche pointu. Moi qui pensais traiter d'un sujet inconnu, je n'étais, semble-t-il, pas le premier à me poser la question. Il existe même une page Wikipédia dédiée. Comme pour toute bonne recherche, il fallait commencer par poser une définition. Homosexualité, rapport entre individus de même sexe qui implique la sexualité, la parade nuptiale, l'affection, la vie en couple et l'éducation familiale. On retrouve ensuite une petite partie historique. Et là, quelque chose a rapidement piqué ma curiosité.
Des comportements homosexuels semblent avoir été observés relativement tôt dans notre histoire. Aristote, dans son ouvrage Histoire des animaux, en décrivait déjà au IVe siècle avant notre ère. Il les observait chez de nombreux oiseaux tels que les perdrix, les cailles ou les coqs. En France, le spécialiste des insectes Henri Gadot de Kerville fut l'un des premiers à en parler, à la fin du XIXe siècle, lors d'une de ses conférences au titre assez évocateur. Mais pour bien comprendre l'importance de son travail, il faut d'abord revenir quelques années en arrière. Cette année-là, Alexandre Laboulben, médecin et entomologiste français, s'intéresse au hanneton de l'espèce Melolonta vulgaris. Il va faire une étrange observation. 2 individus, qui semblent être des mâles, sont retrouvés l'un sur l'autre, les organes génitaux joints. Position similaire à celle d'un accouplement entre un mâle et une femelle. Surpris par cette scène, la principale hypothèse du scientifique est celle d'une erreur de sexage. L'un des individus serait une femelle, avec des antennes similaires à celles des mâles. Mais après dissection, rien n'y fait. Les 2 hannetons sont bien des mâles. N'ayant jamais eu connaissance d'exemples similaires, il en fera part à ses collègues de la Société entomologique de France le 14 septembre 1859, indiquant simplement que cet accouplement entre mâles lui a paru très singulier. La science venait-elle de prouver l'existence de l'homosexualité dans le règne animal ? Pas tout à fait, car un détail va venir bloquer l'avancée scientifique. Les 2 hannetons mâles ont été élevés uniquement avec d'autres mâles, sans aucune femelle. C'est un détail qui a son importance. Au XIXe siècle, on considérait que l'homosexualité était possible uniquement par défaut, c'est-à-dire lorsqu'il était impossible pour les individus d'obtenir une relation hétérosexuelle. Ils finissaient donc, poussés par le désir, par se rabattre sur un individu du même sexe. Pendant 25 ans, cette définition de l'homosexualité ne sera pas remise en question. Ce n'est qu'en 1884, avec l'arrivée de ce fameux Henri Gadot de Kerville, que les choses vont avancer. Kerville va faire la même observation que son collègue Laboulben. 2 individus mâles en plein accouplement. Mais cette fois, les 2 hannetons ont bien vécu en présence de femelles. Leur relation homosexuelle était donc bien volontaire. Devant la Société entomologique de France, Kerville ne niera pas l'existence de l'homosexualité par défaut. Il sera néanmoins l'un des premiers à défendre une homosexualité dite par goût. Autant vous dire qu'à l'époque, ça n'a pas beaucoup plu. « 139 ans ont passé depuis l'observation de Kerville. Je suppose que la science a dû avoir le temps et les moyens d'acquérir des connaissances supplémentaires sur le sujet. Pour en savoir plus, je suis allé à la rencontre de quelqu'un qui a lu toutes les études sur l'homosexualité animale. Fleur Dauger, écrivaine, journaliste, éthologue et autrice de Ça, Animaux Homo, histoire naturelle de l'homosexualité. On entend souvent dire que l'homosexualité serait contre nature. C'est un argument qu'on entend énormément, qu'on a beaucoup entendu lors de la manif pour tous notamment. Alors en réalité, voilà, quand les gens disent que c'est contre nature, souvent ils veulent dire que ça n'existe pas dans la nature. Et d'ailleurs, moi, c'est vraiment un argument qui m'a donné envie justement d'aller creuser, d'aller voir. Parce que des idées toutes faites comme ça sur les animaux, ou sur les plantes, d'ailleurs, il y en a énormément. Et c'est souvent à nous, les scientifiques ou les vulgarisateurs, de déconstruire tout ça, d'aller voir ce que les scientifiques ont découvert pour dire, ben non, regardez, voilà des études qui montrent que l'homosexualité, c'est quelque chose d'assez courant, en fait, chez les animaux, qui existe chez toutes les... peut-être pas toutes les espèces, mais toutes les catégories d'animaux, hein, aussi bien chez les insectes que chez les reptiles, que chez les oiseaux, les mammifères. Donc on a observé ça chez 1500 espèces. Ça a été véritablement étudié scientifiquement chez 500 espèces. Et il y a encore beaucoup de travail à faire, puisque souvent, en fait, les scientifiques, quand ils observent des comportements d'homosexualité, ils s'imaginent que c'est quelque chose d'anormal ou que c'est une bizarrerie. Donc ça n'a pas été beaucoup étudié en réalité. Il y a encore énormément de découvertes à faire dans ce domaine-là. Les idées de la science suivent beaucoup les idées de la société en réalité. Donc les préjugés qui existent dans la société à telle époque, à tel moment,
existe aussi chez les scientifiques, hein, c'est tout à fait naturel, les scientifiques sont des êtres humains. Et donc forcément, l'homosexualité, ça a toujours été un grand tabou, ça a été traité comme quelque chose de diabolique par notamment la religion. Ensuite, même sans parler de religion, dans les sociétés, c'était quelque chose qui était considéré comme une maladie, par exemple, une anomalie qu'il fallait traiter, qu'il fallait surtout réprimer, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Donc la science, elle aussi, elle reste aveugle ou à ce genre de sujet pendant longtemps. Et j'ai même l'impression qu'encore aujourd'hui, le tabou n'est pas encore totalement disparu. Pour vous donner un exemple du tabou, de ce que peuvent faire les tabous dans la science, il y a une primatologue dans les années 70 qui s'appelle Linda Wolff, qui étudiait donc des grands singes, et qui observait régulièrement des comportements homosexuels entre femelles, entre mâles, chez ces sujets d'études. Et bon, elle se disait, tiens, c'est étonnant, on n'en parle pas, quoi, entre collègues, j'entends jamais parler de ces sujets-là. Donc elle en a parlé à ses collègues masculins, puisqu'elle avait principalement des collègues masculins. Et quand elle a abordé le sujet, ils ont dit, ah bah oui, moi aussi j'observe ce genre de choses-là. Donc elle a dit, mais pourquoi t'as jamais fait d'études là-dessus? Pourquoi t'as pas publié sur ça? Et on lui a répondu, beaucoup lui ont répondu, ah mais attends, si je commence à étudier ces sujets-là, on va croire que je suis homosexuelle. Donc là, pour moi, c'est un exemple vraiment criant de comment les préjugés infusent la science, en fait. Puisque même ces hommes qui sont censés être des scientifiques, donc observer les choses de manière clinique, ils ont eu peur qu'on les prenne pour des homosexuels. Et donc voilà comment on en arrive à ne pas étudier un sujet, tout simplement. Maintenant que nous savons que l'homosexualité est largement répandue dans le règne animal, j'ai eu envie de la voir de mes propres yeux. Remarquez, maintenant que je le dis, ça fait un peu voyeur. Et voilà, mes recherches m'ont mené jusqu'en Aveyron, au sein du parc naturel régional des Grands Causses. Entre les barres rocheuses, celui que je suis venu chercher, le gypaète barbu. Un vautour, connu pour son régime alimentaire, composé majoritairement d'os. Comme de nombreux rapaces, les gypaètes forment vers l'âge de 6 ou 7 ans des couples fidèles à vie. Et ce couple a une particularité assez intéressante pour notre histoire. Pour nous en parler, j'ai trouvé quelqu'un qui le connaît bien. Je m'appelle Noémie Ziletti, je suis chargée d'études au sein du site Grands Causses de la LPO France et notre structure coordonne la réintroduction du gypaète barbu dans le sud du Massif central, en Aveyron et en Lozère. Donc c'est un programme de longue haleine avec un noyau de population qui est en cours de constitution et on a eu la grande surprise de découvrir la formation d'un premier couple au cours de l'hiver 2017-2018. Ce couple a une vraie particularité, c'est qu'il est formé de 2 mâles. Ce sont 2 individus de gypaète barbu qui ont été lâchés dans les Grands Causses et qui sont nés en 2013 et 2014. Ces 2 oiseaux, on les connaît très bien puisqu'il s'agit de l'Airou et d'Adonis. 2 mâles qui ont été lâchés respectivement en 2013 en Aveyron et en Lozère en 2014, et c'est des oiseaux qui sont revenus se fixer dans les Grands Causses au cours de la fin de l'année 2017. Ces 2 individus se comportent vraiment comme un couple hétérosexuel, c'est-à-dire qu'on observe
construction du nid chaque année. Les individus s'accouplent ensuite à proximité du nid. Et puis, ils sont très territoriaux en période habituelle de reproduction, donc pendant tout l'hiver. Si nous, on ne savait pas qu'il s'agit de 2 mâles, on ne pourrait pas identifier de différence, mis à part le fait qu'ils ne pondent pas d'œufs. Et donc, les oiseaux ne vont pas couver sur le nid comme le font les oiseaux qui se reproduisent. C'est des oiseaux qui restent quand même fidèles, puisque depuis 2017, du coup, ces oiseaux sont en couple. Et malgré la présence de femelles qui sont certes plus jeunes, on n'a pas eu de trio qui s'est formé ou un oiseau qui montrerait des velléités de s'installer avec un autre individu avec lequel il pourrait vraiment se reproduire. Pourquoi ces oiseaux finalement restent ensemble alors que voilà, ils ne se reproduisent pas? Il y a vraiment, il y a visiblement un attachement qui intervient entre les individus. C'est difficile à notre place, nous, d'êtres humains, de pouvoir l'interpréter, quoi. L'homosexualité animale n'est donc pas si rare. Elle est là, devant nous. Il faut simplement apprendre à l'observer et à la comprendre. Je crois qu'on vient de porter un sacré coup à l'argument contre nature. Pourtant, il reste un problème à traiter. Selon cet argument, seule l'hétérosexualité serait naturelle. Pourquoi ? Car c'est la seule forme de sexualité qui permet la reproduction. La sexualité ne servirait donc fondamentalement qu'à se reproduire pour transmettre ses gènes, étape clé de l'évolution des espèces. Ici, l'homosexualité ne semble pas trouver sa place. Les lois de l'évolution, théorisées en partie par Darwin, semblent inexorablement dépendantes de la reproduction. Comment expliquer alors le maintien de l'homosexualité dans cette logique ? On a beaucoup appris et je pense qu'on continue encore à enseigner le fait que la sexualité dans le monde animal, elle est uniquement dirigée vers la reproduction. Alors ça, c'est aussi une idée à déconstruire parce qu'on se rend compte, quand on observe véritablement les animaux, qu'il y a énormément de comportements sexuels qui sont complètement déconnectés de la reproduction. Aussi bien chez les animaux dits hétérosexuels que homosexuels. Il y a quelque chose de très important à comprendre par rapport à tout ça, c'est que le plaisir dans la nature, c'est vraiment un concept fondamental, c'est une donnée fondamentale, je dirais, puisqu'il y a plein de comportements des animaux ou de nous-mêmes qui sont régis par ça. Si le manger ne nous faisait pas du bien, par exemple, on ne mangerait pas, on se nourrirait pas, et puis tout simplement les animaux disparaîtraient. Le plaisir, c'est quelque chose qui va être un moteur de l'évolution, en fait, puisque quand on fait quelque chose qui nous fait du bien et que c'est favorable pour la survie de l'individu et de l'espèce, ce comportement va se perpétuer. Donc c'est pour ça qu'on aime bien manger, c'est pour ça qu'on aime bien faire l'amour, même si tout le monde n'aime pas ça d'ailleurs, c'est pas une obligation non plus. Et donc les animaux vont naturellement aller vers ce qui leur fait du bien. Ils ne vont pas se dire « il faut que je me reproduise, il faut que j'ai une descendance ». Ce n'est pas une réflexion qu'ils vont avoir. La reproduction, en fait, c'est une conséquence du plaisir. Ce n'est pas quelque chose qui vient en premier, c'est quelque chose qui vient secondairement. Voilà le grand absent de cette équation. Habilement, le plaisir vient motiver certains comportements. Dépenser de l'énergie pour rien, sans façon. Mais pour prendre son pied, là c'est autre chose. Ainsi donc, la sexualité des individus sert avant tout la quête du plaisir personnel. Et avec les nombreuses voies d'accès au plaisir, c'est tout un monde de comportements sexuels qui s'ouvre à nous. Certains d'entre eux peuvent bien entendu mener à la reproduction, mais elle n'est plus l'unique rôle de la sexualité. Depuis le début, je parle beaucoup de comportements homosexuels, hétérosexuels, mais en réalité, dans la nature, il y a vraiment un panel. Il y a vraiment une pansexualité en réalité, il y a de la bisexualité, il y a vraiment... les animaux vont explorer différentes façons de vivre une sexualité. Et ça va dépendre énormément selon les espèces, selon les sexes, on peut vraiment trouver vraiment de tout. Ainsi donc, la sexualité ne peut se résumer à la reproduction, à l'hétérosexualité ou même à l'homosexualité. D'ailleurs, il existe une espèce qui illustre parfaitement cette idée. Et il est impossible de parler de sexualité animale sans la présenter.
Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue devant l'île des bonobos. Tout le monde est là, très grand groupe, 22 bonobos au total. La principale particularité de ces grands singes, c'est le sexe et l'utilisation qu'ils vont en faire, puisqu'ils vont avoir cette énorme particularité d'utiliser les rapports et les comportements sexuels à des fins sociales. Donc en fait, dans leur quotidien, tout va être géré de cette façon, donc que ce soit pour jouer, pour faire connaissance, partager la nourriture, mettre en place la hiérarchie. La principale utilisation du sexe, c'est pour éviter de se battre. On les a longtemps catalogués comme étant des singes hippies, puisque dès qu'il y a un problème chez eux, tout de suite, ils vont essayer d'apaiser et de régler le conflit par un comportement sexuel, pour éviter que ça dégénère. Bon, c'est un peu trop beau pour être vrai. Ne repartez pas d'ici en pensant que les bonobos sont des singes pacifiques. S'ils ont besoin de se battre, ils vont le faire. Ça peut dégénérer de temps en temps. Ils sont capables même d'une assez grande violence. Le sexe va leur servir à limiter le nombre de conflits, mais pas tous les empêcher non plus. Quand on entend parler des bonobos, on entend parler de sexe directement. Il y a le sexe social qui va leur servir vraiment à gérer, donc ça va être toutes sortes de pratiques, ça peut être juste des contacts ou des frottements. Mais par contre, il y a aussi énormément de rapports sexuels qui vont être observés juste pour le plaisir, et on va vraiment voir du plaisir de la part de l'un ou l'autre partenaire. On arrive quand même assez facilement à différencier les rapports sexuels dans le but de se reproduire, parce que finalement, sur le panel de comportements sexuels qu'on peut observer, il y en a assez peu où ils vont vraiment aller au bout avec la pénétration. Ça peut être juste des frottements, des contacts avec la main, c'est beaucoup de comportements homosexuels aussi. On observe presque plus de comportements homosexuels que de comportements hétérosexuels, je pense. Donc oui, on arrive à observer des différences entre les vrais accouplements et le reste à but de gestion. Oui, on voit bien qu'il y a une réaction du public et que parfois il y a de la gêne, surtout beaucoup de rire. Forcément, quand des bonobos sont très actifs derrière nous et qu'on est en train de parler, limite vaut mieux s'arrêter de parler parce qu'on perd la concentration très rapidement des gens. On essaye de pas forcément faire de tabou pour montrer que c'est quand même quelque chose de très naturel et qu'il n'y a pas de problème à parler de ça. De toute façon, les bonobos, eux, ils se gênent pas pour pratiquer ce qu'ils ont à faire devant le public. S'il y a bien une chose qui caractérise le vivant sur notre planète, c'est la diversité.
celle des écosystèmes, des formes de vie et des comportements. Et on vient de voir tout au long de cette histoire que les comportements sexuels eux aussi s'inscrivent dans cette diversité. Alors, l'homosexualité est-elle toujours contre nature ? On dirait bien que la nature insiste beaucoup pour qu'il y ait une diversité sexuelle chez les animaux, humains inclus. À tout ce raisonnement, on pourrait rétorquer une chose. Tout ce qui est naturel n'est pas forcément acceptable chez nous. Et c'est vrai, nos sociétés condamnent et interdisent de nombreux comportements visibles dans la nature. Mais pour aborder cette problématique, il faudrait prendre en compte de nombreux autres facteurs. La morale, la sociologie, la psychologie, bref, encore pas mal de choses à étudier. Il y a cependant une chose qui est intéressante. Remettre en question notre vision du comportement animal. L'être humain trouve dans l'étude des autres animaux un miroir de lui-même. En interrogeant nos idées reçues sur les animaux, c'est sur nous-mêmes que nous apportons un questionnement. Attention, baby. I can't make a move like a child, a star for love. I'll stay there as long as I have to. I'll cry a river of tears that flows to the sea. Baby, if you run away, baby, if you leave, I'm so in love with you, girl. You make me feel brand new. Come on, give it up to me. Let me take care of you. I know that your mama said I'm gonna make